Vous avez été secrétaire général adjoint de l'OTAN. Vous êtes aujourd'hui chercheur et directeur du programme Défense et Sécurité au Conseil européen pour les relations internationales. Alors, le Parlement turc, donc, réuni en ce moment même et qui commence à débattre. On a presque envie de dire que pour la Suède, ça sent bon, comme le dit l'expression française. Et pour cause, Stockholm veut adhérer à l'OTAN, mais la Turquie mettait son veto. Tout simplement une réaction. C'est une bonne nouvelle. Ça fait 18 mois que les Suédois attendent ce moment. Les Finlandais qui avaient déposé leur demande d'adhésion en même temps sont déjà rentrés. Donc ça commençait à faire un peu long dans un environnement où la guerre est en Europe. Donc je crois que c'est une bonne nouvelle pour les Suédois. C'est une bonne nouvelle pour l'OTAN et l'Europe. Pourquoi, selon vous, la Turquie lève son veto ? Je crois que M. Erdogan a estimé qu'il a obtenu un certain nombre de choses. Il avait formulé des demandes très lourdes au moment de cette demande d'adhésion, notamment sur la situation d'un certain nombre de représentants de l'opposition turque en Suède. Le gouvernement suédois a vraiment fait pas mal d'efforts pour aller vers ces demandes turques, pour y répondre favorablement, y compris en amendant sa propre législation. Donc le moment était venu aujourd'hui pour la Turquie de bouger, et c'est pour ça qu'on peut espérer que cette ratification va maintenant intervenir dans les heures qui viennent. Alors juste, arrêtons-nous sur ce point. Vous avez parlé d'opposition. Il s'agit évidemment de militants kurdes qualifiés par le président Recep Tayyip Erdogan de terroristes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que la Suède a décidé et quel est, si je puis dire, ce que Ankara a cédé, ce que la Suède a cédé, pardon? Alors, effectivement, il s'agit non pas seulement de militants kurdes du PKK, mais également de militants gulenistes, c'est-à-dire de l'organisation que Erdogan associe au coup d'État manqué de 2016. Le point essentiel était une sorte de travail sur les règles d'extradition de ces militants, sur la reconnaissance du PKK comme une organisation qui peut être terroriste. Et donc là-dessus, le gouvernement suédois a, on va dire, durci sa politique sur l'accueil de ces réfugiés politiques, notamment quand il y avait des questions liées à de la participation à des actes violents. Donc on a eu des Suédois qui ont clairement durci leur législation sur ce point, de manière à permettre l'extradition de certains de ces militants. Ceci étant dit, ça se joue sur quelques individus, et c'était quelque chose qui faisait déjà l'objet de pas mal de débats auparavant. Donc on ne peut pas dire que ce soit une transformation radicale de la politique suédoise d'asile. Et Camille Grand, on aimerait aussi savoir si vous êtes en mesure de nous dire que les États-Unis vont bel et bien vendre des avions de chasse F-16 demandés par la Turquie. C'était une demande express de Recep Tayyip Erdogan pour justement lever ce veto. Le président turc a dit: on lèvera notre veto si les Américains nous vendent des F-16. Alors Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, était à Ankara il y a quelques jours. Il est probable que ce sujet était à l'ordre du jour. La vente des F-16 la vente d'ailleurs de n'importe quel équipement militaire par les États-Unis est un sujet compliqué dans la mesure où il faut non seulement l'autorisation du président, mais également l'autorisation du Congrès des États-Unis. Il semble que l'administration Biden ait obtenu du Congrès qu'il y ait leur opposition sur cette vente soit relâchée et que donc cette autorisation soit en cours. La séquence des événements est importante. Les États-Unis ont clairement fait comprendre aux Turcs que la ratification de l'adhésion de la Suède était un préalable à cette décision. On verra dans les jours qui viennent si c'est confirmé, si effectivement la livraison de F-16 modernes est décidée par les États-Unis, à la fois le Congrès et l'administration. Alors on va voir ce que la Suède peut apporter à l'OTAN si cette adhésion venait à se confirmer, mais c'est loin d'être fait. D'abord parce que les députés n'ont pas encore voté en Turquie, et ensuite parce que la Hongrie met toujours son veto. Juste d'ailleurs, dites-nous Camille Grand, pour la Turquie, on peut considérer que c'est fait ? Moi, je suis très prudent. Ça fait plusieurs fois qu'on nous annonce une ratification imminente des protocoles d'adhésion de la Suède à l'OTAN. Donc, tant que le vote n'est pas intervenu, je reste prudent.
On peut imaginer qu'après, encore une fois, 18 mois d'attente, le moment soit venu et Recep Tayyip Erdogan s'est engagé de manière assez publique à ce que les choses avancent. Donc j'imagine que les choses sont vraiment bien engagées aujourd'hui. Ce serait quand même difficile d'expliquer que le Parlement se réunit pour repousser encore une fois cette ratification. Mais prudence, puisqu'il y a eu plusieurs annonces qui n'ont pas été suivies des faits. Deuxièmement, s'agissant de la Hongrie, Viktor Orban, pour sa part, avait dit traditionnellement qu'il ne serait pas le dernier à ratifier. Il va avoir l'occasion de le prouver dans les heures qui viennent, si j'ose dire, puisque s'il veut précéder la Turquie, il va devoir aller très vite dans le dépôt de ses instruments de ratification, ce qui n'est pas sûr qu'il y arrive, puisqu'il a ce matin annoncé qu'il invitait le Premier ministre suédois à venir, je cite, négocier les termes de l'adhésion à l'OTAN, ce qui peut suggérer que la Hongrie a encore quelques demandes à formuler vis-à-vis de la Suède, demandes qui sont très probablement davantage liées au débat intra-Union européenne qu'à l'OTAN elle-même. Et justement, la réponse du berger à la bergère, nous n'avons aucune raison de négocier avec la Hongrie. Voilà ce que déclare le ministre suédois des Affaires étrangères. Alors, le problème entre la Hongrie et la Suède, c'est que la Hongrie reproche à Stockholm de constamment dénigrer je cite son exécutif qui est accusé, on le sait, de dérive autoritaire. Vous l'avez dit, c'est une affaire plutôt interne à l'Europe, mais il y a cette réaction suédoise, c'est mal parti pour l'adhésion de la Suède. Moi, je crois que là, on va voir si les Hongrois sont cohérents. Il y a une question d'adhésion à l'OTAN qui est distincte des débats intra-Union européenne. Viktor Orban lui-même avait dit que la Hongrie n'avait pas de position de principe et ne serait pas le dernier pays à accepter la Suède dans l'OTAN. Tant que la Turquie était sur une position d'opposition, c'était assez confortable pour Viktor Orban. Il est évident qu'aujourd'hui, ils sont devant un choix compliqué qui est est-ce qu'on avoue qu'on amène dans l'OTAN des débats qui n'ont rien à voir avec l'OTAN sur la question de l'état de droit et des sanctions sur la Hongrie de Viktor Orban dans l'Union européenne, ou est-ce que on tient finalement la parole qui a été donnée de dire que la Hongrie ne s'y opposerait pas? Alors la Suède, il suffit de regarder une carte, est très stratégique. Elle a la plus grande frontière, et en tout cas le plus long littoral maritime avec la Baltique. Au-delà de ça, que peut apporter ce pays à l'Alliance Atlantique ? D'abord, c'est un pays qui est militairement sérieux, qui a une vraie marine, une vraie armée de l'air, ce qui dans la zone baltique est important, qui permet de faire de la Baltique en réalité une mer très largement OTAN. Avec l'adhésion de la Finlande, les États baltes sont désormais beaucoup moins enclavés dans un espace un peu séparé du reste de l'Alliance. Donc c'est un contributeur net en matière de sécurité du point de vue de l'Alliance Atlantique. C'est un pays qui apporte des compétences, des capacités et qui va, de ce point de vue-là, soutenir de manière ferme et claire la sécurité de l'Alliance dans la zone baltique et nordique et au-delà. La Suède a par exemple d'ores et déjà proposé de contribuer à la sécurité de la Lettonie en participant à la présence de l'OTAN dans ce pays. Elle participe aux exercices de l'OTAN depuis plusieurs années déjà, donc c'est vraiment un pays qui apporte quelque chose et qui permet également, d'un point de vue purement géographique, de combler une sorte de trou dans l'Alliance, puisque jusqu'à l'adhésion pleine et entière, Finlande et Pays-Baltes étaient un peu séparés du reste de l'Alliance. Après la Suède et la Finlande, qui adhérera à l'OTAN, l'Ukraine ? Alors aujourd'hui, il y a quelques pays candidats qui ont fait acte de candidature. Il y a des pays dans les Balkans occidentaux, la Bosnie-Herzégovine souhaite adhérer. Il y a également l'Ukraine qui est sur les rangs. On a vu au sommet de Vilnius que c'était une adhésion évidemment plus politiquement compliquée. À Vilnius, les alliés emmenés par les États-Unis et l'Allemagne ont plutôt dit oui, mais pas tout de suite. On verra ce qui se passera au sommet de Washington et si l'Ukraine, à la fois en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, mais également du débat entre les alliés et l'Ukraine, va se rapprocher encore davantage de l'OTAN lors du sommet de Washington en juillet 2024.
Si l'Ukraine adhère à l'OTAN un jour et que le conflit avec la Russie n'est pas résolu, ça voudra dire que l'OTAN, techniquement, est potentiellement en guerre contre la Russie? Alors, personne, pas même les Ukrainiens, n'imagine une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, d'une Ukraine en guerre à l'OTAN. En revanche, on peut imaginer qu'à l'issue d'un cessez-le-feu ou idéalement d'un accord de paix, afin de garantir la sécurité de l'Ukraine, elle rejoigne l'Alliance Atlantique. Et dans ce cas-là, même si elle ne contrôlait pas l'intégralité de son territoire, on peut avoir quelque chose qui soit plutôt favorable à la stabilité. Je rappelle toujours que l'Allemagne fédérale avait rejoint l'OTAN en 1955 alors que l'Allemagne de l'Est existait et que les frontières allemandes n'étaient pas encore agréées par tous les États. Donc la Crimée annexée, les territoires occupés, ça poserait pas de problème? C'est évidemment un peu hypothétique dans la situation actuelle. Ça dépend évidemment de l'issue du conflit, mais des pays comme l'Allemagne ont adhéré à l'OTAN sans avoir la souveraineté sur l'intégralité de leur territoire. L'Allemagne s'est réunifiée 35 ans après son adhésion à l'OTAN. Alors, on a envie de vous entendre aussi, Camille Grand, sur ces exercices militaires de l'OTAN sans précédent depuis 1988. À l'époque, ça s'appelait cet exercice Reforger. Aujourd'hui, c'est Steadfast Defender, défenseur ou défense inébranlable. 90 000 soldats, 50 navires, 80 avions, 1100 véhicules. Pourquoi ces exercices, grandeur nature ? Alors l'OTAN a repris depuis 2018 environ des exercices d'une vraie ampleur militaire. C'est important pour nos militaires d'abord parce que rien ne remplace un exercice grandeur nature. Des exercices papier ne vont pas révéler toutes les frictions qu'on va rencontrer sur le terrain. Et donc c'est important de pouvoir tester les choses à grande échelle. C'est ce que font les Russes de manière constante depuis des années avec des exercices encore bien plus importants. C'est ce que a recommencé à faire l'OTAN depuis 2019 à grande échelle, et c'est important. Alors cet exercice-là, il est vraiment significatif parce qu'on monte encore d'une marche. On commence à se rapprocher des exercices de la guerre froide, avec 90 000 soldats. C'est le plus important exercice depuis 1988, donc c'est vraiment très spectaculaire comme marche par rapport aux exercices précédents. Et c'est l'occasion de tester à la fois la logistique, le commandement, de voir la réactivité des forces alliées, que ce soit les alliés européens ou les alliés nord-américains. Alors il s'agit de simuler donc un conflit et je cite l'Alliance Atlantique contre un adversaire de taille comparable, sans nommer la Russie évidemment. On a envie de dire ça prend pas vraiment le chemin de l'apaisement tout ça. Alors on est bien dans la logique classique depuis les Romains qui veut la paix prépare la guerre. Il s'agit ici d'envoyer un message très clair à la Russie. On discute beaucoup en ce moment dans les cercles stratégiques de ce que fera Vladimir Poutine après cette guerre en Ukraine, qu'il l'ait emporté ou qu'il ait été défait d'ailleurs. Et donc le message très clair de l'Alliance Atlantique par ce type d'exercice, c'est nous sommes prêts à toutes les hypothèses et nous nous entraînons à renforcer notre flanc oriental si c'était nécessaire. Donc les Russes qui observent ces exercices avec beaucoup d'attention vont être évidemment très attentifs à la réactivité de l'Alliance et vont en tirer des leçons militaires, y compris le fait de ne pas tenter une aventure parce qu'ils auront vu que l'OTAN est capable de réagir. Et l'OTAN qui scrute de près aussi ce qui se passe aux États-Unis avec les primaires républicaines. C'est le cas aussi du gouvernement ukrainien qui redoute sans doute un retour au pouvoir de Donald Trump. On peut lire dans le journal Le Monde une tribune signée Martin Zaborowski qui dit en 2025 il se peut que les États-Unis quittent l'OTAN. Ça pourrait paraître de la pure fiction et pourtant Donald Trump en serait capable. La question elle est claire, est-ce que la coopération transatlantique elle survivrait à un départ des États-Unis ? Alors on est dans des scénarios un peu extrêmes. Donald Trump a déjà été président, il n'est pas sorti de l'OTAN, mais on sait, parce qu'il le dit de manière très claire,
qu'il n'a pas beaucoup d'affection ni pour les Européens ni pour cette organisation, et que donc une forme de retrait partiel ou plus radical des États-Unis, des structures de l'OTAN et de la présence militaire en Europe n'est pas complètement à exclure, même si aux États-Unis, le Congrès des États-Unis a voté une législation pour interdire un retrait sans être consulté, même si les militaires américains restent très attachés à cette présence en Europe. Ce qui est important, c'est de se préparer à cette hypothèse de manière rigoureuse, c'est-à-dire en faisant un travail aujourd'hui pour savoir comment à la fois l'OTAN, mais aussi les Européens collectivement, l'Union européenne pourrait répondre à un désengagement au moins partiel des États-Unis de la sécurité européenne. Et ça, je crois que c'est un défi auquel nos armées, nos gouvernements doivent bien réfléchir pour pouvoir aborder une hypothèse qui est peut-être extrême aujourd'hui, mais qui ne peut pas être totalement exclue dans l'hypothèse d'une victoire de Donald Trump aux prochaines élections américaines. Merci Camille Grand, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions en direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci aussi à la RTBF, on a vu qui a prêté le micro, notre partenaire belge, pour réaliser cet entretien.